vraiment d'avoir été très attentif jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, maintenant que monsieur vous a raconté sa vie, il faut vous sentir libre pour lui poser des questions, parce que vous le recroiserez peut-être dans le quartier de l'école vu qu'il habite pas très loin, mais je pense que c'est intéressant aussi de rebondir sur ce qu'il a dit si vous avez des questions, des interrogations ou même des remarques par rapport à son histoire et à son récit. Je voudrais encore ajouter un tout petit mot. Quand vient l'automne et que les feuilles tombent des arbres et que les arbres se trouvent tout nus, alors les jardiniers viennent et ramassent les feuilles, moi dans mon petit jardin ici aussi. Et quand j'ai ramassé toutes ces feuilles et que j'ai tout fait avec soin, les jardiniers aussi, eh bien par-ci par-là une feuille a échappé à mon râteau et à mes brosses, il y a ceux de jardinier. Eh bien je considère que les rares survivants de cet holocauste, de cette guerre effroyable, sont comme ces quelques feuilles qui ont survécu presque malgré eux. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une question, une remarque Ah oui, je peux aussi parler de mes enfants. Je voudrais aussi vous parler de mes enfants et de mes petits-enfants. Parce que ce sont des gens qui sont comme vous et qui ont beaucoup travaillé, beaucoup. Et en fait, mes petits-enfants sont à peu près de votre âge. Et aussi, déjà, j'ai déjà un petit-fils de 28 ans, puis sa sœur a 26, et puis j'en ai, etc. Bon, ma femme et moi, on a commis 3 enfants. Une fille et 2 garçons. Alors, notre fille a été à l'école, ici pas loin, au Pagode, de 3 ans jusqu'à 18 ans. Et de 2 garçons aussi. Alors, elle a fait pharmacie, mon deuxième fils a fait médecine, puis il a fait une agrégation en génétique, et il est chef de service à Saint-Luc. Et il a 2 petits garçons, un petit garçon noir et un petit garçon blanc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après 10 années de mariage, sa femme semblait ne pas pouvoir avoir d'enfant. Alors ils ont décidé d'en adopter un, et ils ont adopté un merveilleux petit garçon qui s'appelle Léo, d'Éthiopie. Il est tout noir, mais il est merveilleux, c'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils. Et un an plus tard, sa femme a attendu famille. Et elle a mis au monde un petit garçon blanc. Et il est aussi adorable que l'autre. Et mes bras sont ouverts de la même façon d'eux. Voilà, donc là, mon troisième est aussi un garçon, lui il a fait Solvay. Et après avoir fait Solvay, il a épousé une femme qu'il a rencontrée à Solvay. Donc il a fait les hautes études commerciales. Et maintenant il vit à Londres, où il a déjà 2 garçons, dont l'un finit la Polytech et l'autre est entré dans le droit. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Je vous souhaite la réussite. Mais la réussite, c'est du fond du cœur que je souhaite que vous réussissiez. Qui que vous soyez. Ah, oui, encore un grand point qui est absolument essentiel. Parce qu'au même titre que le racisme est une aberration, le sexisme aussi. Parce que rien, on n'est pas fait pour être plus ou moins. Quand on ne choisit pas son sexe. On est garçon, on est fille, bon. Donc on n'a aucun mérite là-dedans. Et il y a des filles extraordinairement intelligentes et des garçons extraordinairement stupides et vice-versa. Donc ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une question ? Je me demandais juste, à un moment vous avez parlé de marché, vous avez parlé de marché où votre mère a été. C'était dans le ghetto, il y avait des marchés.
dans le ghetto. Oui, vous avez parlé de marché, votre mère a été pour rencontrer le fermier polonais. Mais non, écoutez, avant-guerre, mon père était un très grand industriel. Il avait une usine à Piotrków avec 4200 ouvriers. Et donc, il était très aisé, ma mère qui était docteur en droit. Et alors, on avait 5 buildings à Varsovie. Et j'ai les documents de la possession de ces buildings. Alors, je vais vous raconter quand même ce qui se passe maintenant. C'est qu'après, j'ai demandé qu'on me restitue. Je n'ai pas demandé les maisons, mais au moins les emplacements, puisque c'était à nous. Et que c'est marqué propriété de Madame Sninger, Monsieur et Madame Sninger, etc. Alors, ils m'ont dit, il fallait demander avant. Mais avant, c'était le régime communiste, on ne pouvait pas demander. Et maintenant, ils ont dit, mais pouvez nous poursuivre en justice. Ah, je peux vous poursuivre en justice? Oui, mais devant les tribunaux polonais, et vous devez prendre un avocat polonais. Les autres ne sont pas valables. Et j'ai téléphoné pour un avocat polonais, parce que c'est quand même 2500 mètres carrés en plein centre de Varsovie. Et l'avocat m'a dit, ah, votre cas est intéressant, c'est très très bien. Et vous savez, ici, il y a des lois. J'ai dit, oui, dites-moi quelle loi? Vous devez nous donner une avance sur nos honoraires. Alors, dans votre cas, vous devez nous payer à l'avance 80 000 €. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que c'est une réponse à ce que tu souhaitais savoir? En partie? Je crois en fait que Gaspard voulait savoir si le marché sur lequel votre maman est allée pour essayer de trouver un fermier... Oui. C'était un marché à Varsovie. C'était dans Varsovie, dans le ghetto? Et oui, non. Elle est sortie du ghetto grâce à un cousin. Ce cousin travaillait dans une firme allemande dans le ghetto. Et ce cousin sortait tous les jours du ghetto dans un camion allemand qui prenait la production de la journée et la sortait du ghetto. Donc c'était un camion allemand avec un soldat allemand. Et ce soldat trouvait mon cousin super sympa parce que mon cousin était un type vraiment sympa. Il était extrêmement habile, il était intelligent, il était super. Et donc ce soldat l'aimait beaucoup et il lui a dit un jour, écoute, il s'appelait Jerzy, ce cousin. Écoute Jerzy, qu'un jour je sors avec toi et tu sors de mon camion et tu ne retournes plus. Parce que je ne veux pas qu'il t'arrive ce qui arrivera à tous tes coreligionnaires. Et ma mère a demandé à Jerzy, qu'est-ce que tu pourrais me sortir du ghetto aussi avec ce camion? Et Jerzy est allé chez le conducteur et a dit, monsieur, est-ce que je pourrais prendre ma tante avec nous, cachée derrière, puisqu'il n'est pas inspecté? Et le soldat a dit, ta tante, oui. Ils ont pris ma mère, ils l'ont cachée derrière dans des cartons, ils ont sorti du ghetto. Ma mère est allée sur ce marché, elle a rencontré ce paysan, et ce paysan a été admirable. Si vous souhaitez, je vous raconte encore 2 petites histoires que j'ai eues là-bas, mais qui ne sont pas des petites histoires. Les 3 derniers mois, nous n'avons plus d'argent. Parce que maman avait cousu des pièces d'or dans son corset à la place des baleines. Mais bon, mais ça a duré 18 mois, ça fait 72 pièces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, c'était énorme. Et les 3 derniers mois, on n'avait plus d'argent. Donc on a fait venir le paysan, M. Wisniewski, en bas, en disant, M. Wisniewski, on est désolé, mais on n'a plus d'argent, alors on va partir. Et il a dit non, vous allez rester avec nous. Et on survivra ensemble, on périra ensemble. Nos destins sont liés et je serais fier d'avoir un petit-fils comme Ijo pour rester ici. Donc c'était un homme admirable. Il avait aussi une fille et un petit-fils autre. Et ce petit-fils autre, j'avais décidé de le rechercher. Et quand j'étais en 1990, un ami de Varsovie m'a dit, j'ai retrouvé des traces de ta famille où tu étais caché, le petit-fils. Mais il se passe quelque chose de bizarre, parce que j'ai eu sa nièce, et sa nièce ne veut rien savoir de son oncle. Alors je te donne l'adresse de sa nièce. Donc j'ai téléphoné chez la nièce, qui m'a donné le numéro de téléphone de l'oncle, et j'ai téléphoné chez le petit-fils, il s'appelait Leszek Kromny. Et je tombe sur sa femme. Joseph, oh, si tu savais comment mon mari te cherche,
Il savait que vous avez survécu, il vous cherche, oh, il sera heureux. Écoute, il est au garage, sa voiture est en panne, il sera rentré à 3 h du matin. Je dis, eh bien, il n'a qu'à me téléphoner à 3 h du matin. À 3 h du matin, l'échec me téléphone. Et il me dit, Joseph, je suis si content de t'entendre. Si tu savais comme je suis heureux. Ben, je dis, oui, moi aussi, je suis content de t'entendre, tu vas bien et tout. Oui, oui. Il dit, tu sais, Joseph, on a encore un compte entre nous. Pardon? Moi, j'ai un compte avec toi? Oui, Joseph, tu ne te rappelles pas, mais les 3 derniers mois, vous n'aviez plus d'argent pour mon grand-père. Oh. Alors je lui ai dit, écoute l'échec, excuse-moi de t'avoir rappelé à mon souvenir, mais si ton grand-père entendait ce que tu viens de me dire, il se retournerait dans sa tombe. Alors je te dis adieu, et j'ai raccroché. Il aurait eu beaucoup plus que cela, mais avoir dans l'idée, 50 ans plus tard, dire que moi je lui devais de l'argent alors que j'avais 6 ans, c'est une infamie totale. Alors je vais vous raconter une autre infamie que j'ai subie, si ça vous intéresse. Alors, l'autre infamie était que quand nous étions encore à l'hôpital, il fallait qu'on gagne sa vie. Alors on est allé dans la petite ville et on a demandé est-ce que vous avez du travail. Alors tout le monde nous a dit non, non, mais vous pourriez peut-être trouver du travail chez les Russes. Ils ont une caserne qu'ils occupent et là ils ont peut-être du travail pour vous. On est allé là-bas, on a fait connaissance du colonel qui a dit écoutez, toutes les vitres sont cassées, est-ce que vous voulez les remplacer? Nous on a dit oui, il n'y a pas de problème, on va les remplacer, mais il nous faut du verre. Il dit je vous fournis le verre, je vous fournis les clous, je vous donne les marteaux, je vous donne le mastic. Et on a travaillé, mon père et moi, pendant 3 à 4 mois en refaisant tout le bâtiment. Et quand tout était fini, on va chez le colonel, on dit voilà, on a terminé. Alors il a dit, vous savez, j'ai pas d'argent pour vous. Alors, on a travaillé 3-4 mois, parce que moi, avec mes petites mains, j'enlevais les clous, je mettais le mastic et tout, et mon père découpait les coffres. C'était du verre armé avec des fils dedans. C'était très dur à faire. Bon. Et alors, mais le colonel a dit, mais ne croyez pas que vous avez travaillé pour rien. Non, 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 non. Je vous donne un camion de 8 tonnes avec du bois de chauffage. Alors vous n'avez qu'à vendre ce bois. Alors mon père a dit, bon, on va voir ce qu'on fait. Et puis mon père me dit, tu sais Ijo, on va aller voir le boulanger. Lui, ses fours tournent tout le temps, il a besoin de bois. Donc on est allé chez le boulanger qui a dit, ah, vous avez 8 tonnes de bois? Oui, alors il nous a donné un prix assez bon marché, mais on s'est dit, bon, ben c'est ça, c'est bon. On arrive, il a été livré, et il nous donne un paquet de billets comme ça. On va avec ce paquet de billets à la banque, on dépose ça au guichet, on veut ouvrir un compte. Et le guichetier nous dit, monsieur, est-ce que vous plaisantez? Mon père, non, pourquoi? Mais vos billets, c'est du Monopoly, ils n'ont plus cours depuis 1 mois, ça ne vaut plus rien, vous pouvez tapisser, vous pouvez les jeter, hein. Il n'y a que 4-5 bons billets sur tout le paquet. On retourne chez le boulanger, et il se fiche dans une colère. Eh, foutez le camp, il sort de derrière son comptoir, il veut nous taper, on se retrouve à la rue. Et je dis, je ne vais pas pleurer pour ne pas que papa, ça croit que je suis tellement triste, je ne vais pas pleurer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et mon père dit, tu vas voir ce qu'on va faire. On retourne à la caserne. Et là-bas, on nous laissait entrer, puisqu'on nous voyait tous les jours entrer et sortir. Et on va au bureau du colonel. Et là, le gardien, il dit, ah bonjour, vous voulez voir le colonel? Oui. On rentre, ah, здравствуйте, bonjour. Alors, vous êtes content? Non. Qu'est-ce qui se passe? On lui raconte l'histoire des billets. Quoi? Il vous a fait ça? Il téléphone. 2 minutes après, il y a 2 soldats qui arrivent avec des kalachnikovs. Ils vont avec vous chez le boulanger. Et il aura le choix. Lui, il aura le choix. Soit il remplace tous ses billets par des vrais, soit il les accompagne en forêt.
Mais s'il les accompagne en forêt, ça sera sa dernière promenade. Et alors, ils disent entrez chez le boulanger et les soldats suivent après. Et on rentre chez le boulanger, quand il nous voit, il devient rouge, cramoisi, il sort de nouveau, il s'apprête à nous, la porte s'ouvre et les deux soldats rentrent. Ils le mettent contre le mur. Davai qui est Dienvi, donne de l'argent. Il prend tout le billet. Pravdive Dienvi, des vrais l'argent. Et il lui explique, tu donnes ou tu viens avec nous en forêt. 5 minutes après, on avait le paquet en bon argent. Et ils lui ont dit, si tu touches à ce monsieur et à son fils, on te prendra quand même en forêt. Voilà, je voulais vous raconter un problème résolu comme ça. Il y avait d'autres doigts levés, je pense. Oui. Ouais, je vais poser la question à vous, du coup. Oui, je vais le redire. Mais en fait, je sais pas si c'est indiscret, je voulais savoir s'il a gardé la foi durant... La foi? Ouais, quand il était encore dans le ghetto. Ok. Alors, elle demande si vous avez gardé la foi pendant que vous étiez encore dans le ghetto ou après. En l'homme, oui. En l'homme, oui. Mais encore une fois, uniquement en l'homme, dans ce qu'il a de bon et de ce qu'il a de mauvais. Mais je ne juge pas. Je pense que dans toute communauté, il y a des gens magnifiques et dans toute communauté, il y a des gens affreux. Et ce qui compte pour moi, c'est la qualité humaine de l'être qui est en face de moi. Et j'ai beaucoup voyagé de par ma profession, j'ai été beaucoup au Japon, en Chine, j'ai été beaucoup à Singapour, en Thaïlande, en Inde. Et j'ai vu des gens magnifiques partout, et j'ai vu des canailles partout. Mais je me suis parfois sorti de situations très délicates, et je vais vous en raconter une, qui s'est passée en Chine. Comme je travaillais beaucoup avec la Chine, écoutez, parce que je vous assure que ça vaut la peine, celle-là. Comme je travaillais beaucoup avec la Chine, j'ai été en 1970 à Shanghai. Et comme je travaillais avec eux, ils m'ont invité au restaurant, dans un grand hôtel. Et je me suis retrouvé dans ce grand hôtel avec une trentaine de Chinois, directeurs, etc. Et le ministre des Affaires économiques à une grande table. Lui, il était à un bout, moi j'étais à l'autre. À l'époque, il y avait très peu d'Européens là-bas. Et donc, j'étais le seul Européen là, dans cette salle. Et le ministre se lève, fait un grand discours en anglais. Et il dit, mais nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir M. Snager, qui voyage beaucoup, qui sait tout. Et alors, il fait beaucoup, il me jette des fleurs, vraiment, pas fané, mais vraiment. Et alors, il me cède le micro, et il va vous dire, lui, que notre système politique et économique est le meilleur au monde. Donc, bon, j'attrape ça. Je ne m'attendais pas à devoir faire un discours. Puis je me dis, il faut que je lui réponde. Et il faut que ça aille vite. Et il faut que fleurisse une fleur pour me dire comment je vais résoudre ce problème. Et je prends le micro et je le remercie infiniment parce que c'était chic de sa part de m'avoir invité, et aussi l'honneur qu'il soit là. Et je réponds tout. Et il me dit, c'est que je vous ai demandé à la fin. Mais je dis, j'y arrive. Je suis presque d'accord avec vous, Excellence. Presque. Si vous terminez votre phrase. Que voulez-vous dire, Monsieur Snager? Je dis, je pense que votre phrase n'est pas terminée. Mais si vous la terminez, je pourrais être tout à fait d'accord avec vous. Et comment est-ce que vous la termineriez, ma phrase? Que la politique économique et financière est la meilleure au monde pour les leaders chinois.
Ils ont tous applaudi en tapant sur la table. Et en sortant, ils m'ont dit, nous pensons comme vous. Eh bien, je leur ai répondu, je ne les ai pas blessés. Et ils ont eu la réponse et la confirmation de ce qu'ils pensaient. Donc vous voyez, même dans des moments parfois difficiles, il faut pouvoir en sortir par le haut, pas par le bas. Une autre situation que j'ai eue, c'était à Taïwan. À Taïwan, j'étais invité par une grande firme et cette personne m'a dit, écoute, on va au restaurant et j'ai 2 clients d'Afrique du Sud. Et ces 2 personnages, si ça ne te dérange pas, ils mangeront avec nous. Bon, on est au restaurant et c'était 2 types mal élevés, mal éduqués, horribles ces 2 types. Parce que derrière chaque convive, il y avait une jeune fille qui nous aidait à mettre les plats dans les assiettes, une table avec une table qui tournait donc. Hein. Donc cette fille mettait des petits morceaux et cassait la viande, etc. Et ces deux mecs, ils voulaient tripoter, c'est juste affreux. Et le directeur me regarde et il me dit, Monsieur Snager, pourquoi il y a des si grandes différences entre vous? Monsieur Chen, pour la même raison que chez vous. Chez nous? Oui, chez vous. Et quelle est la différence chez nous? Je dis, mais la différence, quelle différence y a-t-il entre votre épouse et les filles qui sont derrière nos fauteuils? J'ai compris. Et depuis lors, nous sommes devenus de très grands amis. Je ne l'ai pas blessé, il a tout compris et je n'ai pas eu à donner d'autres explications. Il y a encore plusieurs questions. 1, 2. Arthur, tu t'étires ou... Ok. Ok. Là aussi. Ça va. Vas-y. Quelle était votre profession? Pardon? Quelle était votre profession? Ma profession était société, je gérais une entreprise d'import-export, donc de tout ce qui était d'Extrême-Orient et tout, et je travaillais avec tous les grands magasins, et ça va être assez spécial, mais je faisais beaucoup de parapluies. Et j'étais un des principaux marchands et fabricants de parapluies. Alors je vais vous raconter une histoire de parapluie. Ah, mais celle-là, elle va vous faire sourire, parce qu'elle était incroyable. Écoutez bien, parce que ça va un peu alléger l'atmosphère. Alors écoutez, j'étais le premier en Belgique à avoir un parapluie automatique. Donc on pousse sur le bouton, il s'ouvre. Bon, et je vais aux Galeries en SPAC, à l'époque c'est un grand magasin, et cette personne, elle me disait, j'ai mes fournisseurs, j'en veux pas d'autres, etc. Bon. Et je vais chez elle et je dis, ça vous n'avez pas, parce que je suis tout seul à les avoir, les automatiques. Et elle, ah oui, et je dis, combien de fois ça marche? Je dis, mais ça marche longtemps. Monsieur Stache, pourquoi vous me dites une chose pareille? Je dis, Madame de Corse, parce que c'est comme ça, c'est fait pour marcher, pour fonctionner. Et vous voulez me faire croire ça? Je dis, oui, Madame de Corte, j'ai eu une autre cliente comme vous et je l'ai perdue. Vous avez perdu, vous voyez bien que j'ai raison. Madame de Corte, vous ne savez pas pourquoi je l'ai perdue. Non, mais vous allez me le dire. Je dis, bien sûr. Elle était comme vous, elle croyait que, et que c'était pas très solide, je dis rien. Et alors elle m'a dit, prouvez-le que c'est bon et que c'est solide. J'ai dit, mais oui, allons dehors. Il y avait une bourrasque de vent terrible. J'ai dit, alors voilà, dans la bourrasque, elle poussait sur le bouton. Elle a poussé sur le bouton, elle n'a pas voulu lâcher le parapluie, elle s'est envolée, je ne l'ai plus revue. Alors, je vous signale aussi, ce que ça intéresse, c'est que j'habite à 100 mètres d'ici. Et si vous voulez prendre un jour un café, je peux aussi vous montrer des films extraordinaires. J'habite avec ma femme ici à 100 mètres. Donnez un petit coup de fil, ça nous arrange, il n'y a pas de problème. J'ai aussi un merveilleux chien, un chien extraordinaire qui est un Border Collie. C'est de la famille de Border Collie, mais à long poil, un peu comme un bordel, mais c'est un chien adorable. Alors, vous êtes les bienvenus si ça vous plaît. Merci. Alors, on va quasiment
Je pense qu'il y avait encore 2 questions. Antoine, Anas, et puis alors après on... Je vous en prie. Est-ce que je vais essayer? Je te reste à l'heure. Moi, je te... Oui. Je voulais vous demander, vous aviez dit que vos parents vous avaient mis sur un train avec des Américains À Varsovie, pour sortir de Varsovie. oui, sur un train spécial, rien que des 200 enfants. Je vois. Et donc ce train n'était pas un train régulier et il s'arrêtait pour laisser passer les trains normaux. C'est pour ça qu'on a mis tant de temps pour arriver. Et du coup, vos parents sont restés à Varsovie. Oui. Et comment est-ce qu'ils sont sortis à Varsovie? Ils en sont sortis, oui. Ils en sont sortis parce que, comme mon père travaillait beaucoup avec la Belgique avant-guerre, il connaissait très bien le consul. Et il a dit, on a retrouvé nos enfants en Belgique. Donc il est allé au consulat polonais en disant, écoutez, on veut voir nos enfants. Et ils ont dit, bon, on peut comprendre que c'est un cas exceptionnel, bon, on vous donnera. Et puis il est allé au consulat belge, à l'ambassade, qui a dit, tu es vivant, David, tu es vivant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit, ben écoute, je voudrais bien avoir un visa pour ma femme et pour moi. Tout de suite, et il l'a eu. Et je vais vous montrer comme certaines firmes sont correctes. Comme mon père travaillait beaucoup avec la Belgique, la société Glaverbel, la dernière fois qu'il a acheté chez eux, c'était dans les années 39, il n'avait pas eu toute la marchandise qu'il voulait, mais il avait payé beaucoup plus. Et alors il est allé leur dire bonjour, sans rien demander. Et quand il est arrivé chez Glaverbel en 1946, ils ont dit, Monsieur Snager, vous avez survécu. Oui. Oh, mais attendez, on a encore un compte avec vous. Il a appelé le comptable, il a dit, faites un peu le compte de la firme Snager de Varsovie. Et le bonhomme est revenu, on leur doit 60 000 francs. Et ils ont remboursé les 60 000 francs. C'est pour vous dire à quel point il n'y a que la correction, il n'y a que la lumière, et c'est ça qui compte. Et c'est ça pour moi qui compte le plus chez les gens. Et par exemple, j'ai un fils qui est un très grand médecin ici, puisqu'il est chef de service à Saint-Luc. En plus de ça, il fait partie de la commission sénatoriale pour l'étude des cellules souches. Et donc, il est resté un homme totalement doux, totalement gentil, pas du tout arrogant, pas du tout suffisant, un homme extraordinaire. Et c'est ça la qualité humaine. Parce qu'en général, si vous regardez bien une voiture avec un maître et le chauffeur avec sa casquette, c'est le chauffeur qui paraît le plus inabordable que le maître. Le maître est parfois tout simple alors que l'autre se prend pour. Il ne faut jamais se prendre pour. On n'est jamais pour. Il y a toujours plus, il y a toujours moins. Et il faut s'accepter. Alors, on a une dernière question. Madame, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Mais il entend. On n'a plus le temps. Non, mais il arrive. Il arrive. Monsieur, je voulais savoir. Je viens chez vous. Vous pensez quoi de ce qui se passe actuellement en Palestine, en Israël? Ça ne m'embarrasse pas du tout, votre question. Et je veux vous raconter quelque chose. Permettez, je prends le micro Mais donc, et Anas, je vous réponds. Anas, C'est une question qui ne me dérange absolument pas. je répète la question pour tout le monde. Donc, Anas demandait qu'est-ce que monsieur pensait de la situation en Palestine et en Israël. Je vais vous répondre en 2 morceaux. J'ai fait une conférence ici au CPAS de Laken, et à la fin de la conférence, il y a un monsieur qui s'est levé et il m'a dit, Monsieur Snager, que pensez-vous de l'islamophobie? Je m'appelle Mohamed, que pensez-vous de l'islamophobie? Je lui ai dit, si vous le souhaitez, je vais vous expliquer. Je crois qu'il y a erreur. Parce qu'il n'y a pas d'islamophobie. Il y a autre chose, mais pas l'islamophobie. La Belgique a toujours été une terre d'accueil. Il y a eu des migrations de Polonais, d'Italiens, de Portugais, de Tchèques, de toutes sortes, et d'Espagnols. Ils venaient travailler ici pour améliorer leur vie.
et aussi, pour que leurs enfants aient une vie meilleure que de là d'où ils venaient. Et puis il y a eu la migration d'Afrique du Nord. La première génération savait les problèmes qu'ils avaient dans leur pays. Et ces gens sont aussi venus ici dans le but de s'améliorer. Et il n'y a jamais eu de problème d'intégration. Il n'y a jamais rien eu de comme problème. La deuxième génération a commencé à changer. Pourquoi? Parce que la deuxième génération ne connaissait pas l'enfer d'où ils venaient. Donc ils commençaient à trouver qu'ici c'était convenable, etc. La troisième génération est soumise à des dictats venus d'ailleurs. Et cette génération-là souhaite que le pays où ils sont venus s'adapte à eux, et pas eux au pays. Et là, il y a le problème. Donc, ça n'est pas un problème d'islamophobie, c'est un problème d'acceptation des situations. Quand vous êtes invité quelque part, c'est pas à vous à leur dire ce qu'ils ont à vous donner à manger, ni à essayer de les convaincre que vous êtes le roi. Non, vous venez chez eux, essayez de vous intégrer. Ne dites pas que la Constitution n'a rien à côté d'une autre qui est religieuse. C'est pas vrai. Vous êtes venu, vous acceptez cette Constitution, mais pas l'autre. L'autre, vous pouvez l'avoir, mais à titre privé. Mais certainement pas à titre national. Ça, c'est une partie de la réponse à votre question. Alors, ce qui se passe en Israël, c'est qu'en Israël, la première chose, c'est que 25% de la population est arabe. Et ces gens jouissent de tous les droits, au même titre que n'importe quel autre habitant d'Israël. Ils vont dans les mosquées, ils peuvent prier, les enfants vont dans les écoles, pour les universités, les filles peuvent être voilées ou pas voilées, etc. Ils sont libres, ce qu'ils ne sont dans aucun autre pays musulman. Mais il y a des pays à côté, parce que c'est rare de trouver un pays où il y a le calme et la paix. On se bat partout. On s'est battu en Syrie, on s'est exterminé, on a fait 600 000 morts, on s'est battu en Irak, en Iran. Les femmes, je ne vous dis pas comment elles sont considérées. En Afghanistan, elles ne peuvent même pas montrer leur visage. Alors, et ces gens-là veulent nous imposer à nous leurs croyances, ça ne va pas. Eh bien, en Israël, c'est comme ça. D'abord, ils veulent exister. Ils ont le droit d'exister, parce qu'il y a eu un État d'Israël il y a 3000 ans, et que cet État a résisté même aux Romains. Et il n'y avait pas de Palestiniens, parce que le peuple palestinien est une trouvaille des Russes. C'est les Russes qui ont trouvé le peuple palestinien. Il n'y avait pas de Palestiniens dans le temps. Ça, c'est ma réponse. Et secondo, Israël ne veut absolument aucun mal aux Arabes. Ils vivent chez eux, ils sont libres, ils sont tranquilles. Mais souffrez quand même qu'ils se défendent. Ce n'est pas eux qui envoient des fusées et des roquettes sur Gaza. Israël a le moyen d'anéantir Gaza en 3 heures de temps. Ils ne le font pas. Hein. Voilà ma réponse.